Le grand amour de Sophie Renford par Myriam Allen de Ford, nouvelle publiée dans Mystère Magazine numéro 35, décembre 1950. Il est probable que tout le monde a oublié maintenant l'affaire Renford. Et pourtant, j'imagine que si l'on faisait un livre de tout ce qui fut écrit sur ce sujet à l'époque, le volume serait plus gros qu'un dictionnaire. Édition intégrale. En tant que journaliste, j'ai suivi l'affaire depuis le commencement. Et pour une raison ou pour une autre, Sophie Renford m'avait adopté. Peut-être s'était-elle rendu compte que ce n'était pas aux détails sinistres d'un meurtre commis par une femme riche que je m'intéressais, mais aux mobiles affectifs et psychologiques qui l'avaient poussé à le commettre. Je l'ai vue souvent avant le procès, et par la suite, j'allais de temps à autre la voir dans le lieu où elle fut envoyée. J'y allais non pour mon journal, mais parce que je la trouvais captivante, pathétique, tragique même. On disait alors qu'on ne pouvait condamner une personne riche d'1 million de dollars. Ceci n'est pas absolument vrai. Tous les journalistes peuvent vous donner des douzaines d'exemples du cas contraire. Mais évidemment, Sophie Renford a eu l'avantage de pouvoir s'offrir les avocats les plus coûteux et les psychiatres les plus renommés. Le résultat, c'est qu'au lieu d'être condamnée à passer le restant de ses jours dans la prison d'État pour femmes, elle fut internée dans un établissement qui ressemblait plus à un club de campagne qu'à un hôpital, avec cette différence que les fenêtres avaient des barreaux et que les habitués ne pouvaient en sortir sans un ordre du tribunal. À mon avis, elle n'était pas plus folle que vous ou moi, mais elle souffrait d'un manque d'adaptation au monde moderne, et je me demande si elle n'a pas été plus heureuse là, sinon moins malheureuse, qu'elle ne l'aurait jamais été dans un milieu où elle devait mener une lutte pour laquelle la nature ne l'avait pas armée. Rien de mystérieux dans cette affaire. Les seuls points obscurs, pourquoi avait-elle tué précisément telle personne et quel mobile l'avait poussée? Le reste n'était que détails techniques relevant de la loi. Question de la préméditation, fait prouvant sa culpabilité, histoire compliquée et invraisemblable qui avait présidé au crime. Jamais, que je sache, ne fut commis un assassinat d'ordre plus psychologique. Elle était la fille du vieux Bull Renford, premier handicap. Bien que Renford n'ait jamais été un magnat de l'industrie, il avait gagné puis perdu 2 ou 3 fortunes considérables et à sa mort, alors que sa fille unique avait 22 ans, il lui laissa 3 à 4 millions de dollars. Exception faite d'une pension confortable à Mini-Brix et de quelques legs à des domestiques. Cette fortune n'était pas assez considérable pour faire d'elle une héritière d'importance, mais elle était suffisante pour attirer quelques coureurs de dot plus modestes. Autant reconnaître tout de suite que Sophie Renford n'aurait jamais pu être une héroïne de roman. Elle n'avait rien d'une beauté, et, de l'avis unanime, n'était même pas agréable à voir. Elle avait la carrure haute et osseuse de son père. Maigre à l'excès, elle se connaissait peu en toilette, et
ne se souciait pas des manières mondaines et des autres artifices que les jeunes filles, dans son cas, utilisent habituellement pour faire oublier que la nature ne les a pas favorisées. Elle m'a toujours fait pitié, avec son teint pâle, sa tignasse de cheveux bruns soyeux et ses grands yeux interrogateurs. Mais je vois très bien pourquoi elle se trouva complètement perdue lorsque Bull engagea les services d'une femme du monde ruinée pour la présenter dans la haute société et l'y chaperonner pendant 3 saisons. Elle était trop timide, trop craintive, trop gauche. De sa vie, elle n'avait fréquenté l'école et devait toute son instruction à Minnie Briggs, qui l'avait élevée. De plus, elle lisait trop. Elle n'avait pas d'amis intimes, mais quelques relations seulement en dehors des personnes rencontrées par hasard. Un peu comme si elle avait passé sa jeunesse dans un couvent. Comme sa mère était morte à sa naissance, les deux seuls humains qu'elle connaissait étaient son père et Minnie Briggs, ainsi que les domestiques de la grande maison hideuse que Bull Renford avait fait construire pour sa jeune femme. La mauvaise chance de Sophie, qui commença lorsqu'on l'affubla de ce prénom démodé, un souvenir de feu sa grand-mère, la mauvaise chance voulut que, du côté paternel comme du côté maternel, elle n'eut pas de parents hormis des cousins à la mode de Bretagne, qui ne se soucièrent point d'elle. D'ailleurs, les Renford, à supposer qu'il y en eût, se trouvaient tous quelque part en Irlande. Pour son malheur, Sophie, jeune fille qui, par nature, était vouée à un grand amour, n'avait personne autour d'elle à qui s'attacher. Si Bull Renford s'intéressait à un être humain, en dehors de lui-même et de sa femme défunte, c'était bien à sa fille. Mais le seul sentiment qu'il put inspirer à cet enfant timide était la crainte. Minnie Briggs vint s'occuper de Sophie quand elle eut 3 ans. Elle fut ensuite sa gouvernante et, après les débuts de Sophie dans le monde, resta attachée à sa personne au titre de demoiselle de compagnie et de chaperon. N'empêche qu'il serait plutôt venu à l'idée de Sophie d'aimer les meubles qui l'entouraient que la vieille fille boulotte, au langage sec, aux manières brusques, à l'esprit vif et pratique. La jeune fille aurait été extrêmement surprise d'apprendre qu'elle constituait le centre de l'univers de Minnie Briggs. Brixie avait pour elle une passion maternelle, aussi désintéressée que muette. L'inévitable se produisit, évidemment. 3 mois après la mort de son père, Sophie s'enfuit avec le chauffeur. Celui-ci était jeune, célibataire et assez bien de sa personne, avec une petite moustache et des yeux bruns et expressifs. Quant à Sophie, elle avait hérité de plus de 3 millions de dollars. On n'y pouvait rien. Elle était majeure et indépendante. Apprenant soudain que sa protégée était maintenant Madame Vincent Masson, Minnie Briggs ne put que se réjouir de voir le jeune ménage revenir vivre dans la vieille demeure et lui demander d'y rester comme par le passé. Tout ce qu'elle put faire fut de choisir un nouveau chauffeur, âgé de 50 ans, qui louchait et avait 5 enfants, et de rester là pour le cas où l'on aurait besoin d'elle. Leur union dura 2 ans.
Sophie se rendit compte, au bout d'un mois, que Vincent buvait. Quand il était chauffeur, il ne pouvait s'enivrer que ses jours de liberté. Qu'il avait un faible pour les jeux de hasard, où il perdait toujours, et pour ceux de l'amour, où il gagnait toujours. Elle avait sa fierté, et, ne voulant pas laisser voir sa détresse, elle supporta tout, même lorsqu'il répondit à ses larmes par une gifle, et partait en claquant la porte. Mais lorsqu'un jour, en présence de Minnie Brix, il hurla « Et pourquoi diable crois-tu que je t'ai épousée ? Je n'aurais même pas traversé la rue pour t'accoster sans ton argent. » Il devint inutile de feindre plus longtemps. Pour 50 000 $, Vincent accepta de divorcer en prenant tous les torts à sa charge. Cette désillusion eut un effet néfaste sur Sophie. D'abord, elle devint la proie d'une idée fixe. Nul homme sur terre ne voudrait d'elle pour elle-même. L'intérêt qu'il éprouverait pour elle une fois qu'il la saurait riche serait toujours d'ordre financier. Ensuite, elle fut obsédée par la crainte que Masson, qui, somme toute, avait avantageusement profité de ses 2 années de mariage, ne revint un jour l'attaquer. La passion qu'elle avait eue pour lui s'était transformée en une terreur irraisonnée. Elle rendait les domestiques fous par l'insistance avec laquelle elle leur demandait de fermer et de verrouiller la maison la nuit. Pendant quelque temps, elle ne voulut plus sortir sans avoir Minnie Brix à ses côtés. Et elle acheta même un méchant petit revolver à poignée de nacre qu'elle gardait chargé sous son oreiller. Peu à peu, cette crainte injustifiée disparut. Masson ne faisait aucune tentative pour se rapprocher d'elle. Au vrai, elle ne le revit jamais. Il fut mobilisé pendant la guerre, envoyé en Europe et tué en Italie. Une autre année passa, et Sophie Rainford, elle avait repris son nom de jeune fille, redevint normale, dans la mesure où elle pouvait l'être. Elle avait tout juste 25 ans. Elle s'ennuyait, se sentait seule, sevrée d'affection. Et c'était le printemps. Minnie Brix l'observait, s'inquiétait et ne disait rien. Les journées de Sophie étaient remplies par les petites occupations qu'elle s'était créées, fonctions sociales ennuyeuses et officielles, vains essais pour se perdre dans les livres et la musique, distractions qui ne l'intéressaient qu'à demi. Avec les rares hommes qu'elle connaissait, elle se montrait gauche et brusque, gardant encore la ferme conviction que si un homme s'intéressait à elle, c'était à cause de sa fortune. Mais aucun homme ne se prit d'intérêt pour elle. Minnie Brix s'abonna à un magazine littéraire qui avait une page de petites annonces. En un style qu'ils espéraient original et spirituel, les gens offraient des maisons à vendre ou à louer, demandaient une situation, se faisaient les champions de causes diverses. La plupart demandaient des correspondants. Ils donnaient les sujets qui les intéressaient et exprimaient le désir de recevoir des lettres compréhensives ou réconfortantes d'un éventuel correspondant, généralement de l'autre sexe, ayant les mêmes goûts qu'eux. Regardant un jour cette page, Minnie Brix remarqua que l'une de ces annonces avait été découpée.
Immédiatement sur le qui-vive, elle acheta un autre exemplaire du même magazine. L'annonce était la suivante. Ingénieur anglo-saxon, isolé en Amérique du Sud, jeune, célibataire, s'intéressant musique, poésie, philosophie, désirerait correspondre avec sympathique américaine du Nord qui lui rappellerait son home. Quelle âme sœur lui répondra? Suivait un numéro pour répondre au magazine. De nature inquiète, Minnie Briggs se fit du souci quelque temps, bien que cette correspondance parût peu dangereuse et peut-être même souhaitable. Quand, au bout de plusieurs mois, elle ne vit venir aucune lettre portant un timbre d'Amérique du Sud, elle oublia l'histoire. Elle avait aussi oublié l'obsession de Sophie concernant sa fortune. Oui, Sophie avait écrit, mais tout en pensant que son nom ne dirait rien à son correspondant. Après tout, elle ne s'appelait ni Rockefeller ni Ford. Elle gardait la crainte que son adresse ne la trahît. Si le home de l'ingénieur se trouvait être la ville où elle vivait, il verrait bien alors qu'elle était riche, d'après le quartier où elle habitait. Elle avait donc loué une boîte postale. Un mois plus tard, arrivait la première lettre de Bolivie, et les autres suivirent, nombreuses et régulières. L'ingénieur s'appelait Keith Hathaway. Il donnait une adresse à La Paz, au bon soin d'un dénommé Thomas Gonsalves, en expliquant que la mine dont il était l'ingénieur en chef se trouvait haut perché dans les Andes et qu'il recevait son courrier chez un ami bolivien dans la ville où il passait week-ends et vacances. Gonsalves, disait-il, était avocat, marié à une jeune femme américaine. Ils avaient une ribambelle d'enfants qui l'appelaient tous Oncle Keith. Peu à peu, et par procuration, Sophie fit la connaissance de Thomas, de Sylvia et de leurs enfants. Keith, dès la troisième lettre, ils s'appelaient par leur prénom, en était alors à sa première situation importante. Il y avait seulement 4 ans qu'il était sorti de l'université. Même chez lui, il avait été un petit garçon solitaire. Comme moi-même, lui répondit Sophie avec tristesse. Orphelin, sans frère ni sœur, qui devait travailler, tandis que les autres jouaient. Et en tout cas, attiré par des sujets sans intérêt pour la plupart des gens de son entourage. Le portrait que vous faites de vous pourrait être aussi le mien, lui écrivit-elle, non sans quelque inexactitude. Sans le dire explicitement, elle lui donnait l'impression qu'elle aussi avait connu la pauvreté comme la solitude. Depuis la mort de mon père, continuait-elle, j'ai vécu avec une amie, une vieille femme. Minnie Briggs, qui n'avait pas encore atteint la cinquantaine, aurait été outrée. En imagination, Sophie se vit aidant au ménage, se préparant peut-être à gagner sa vie par un travail pénible mais digne. L'amie avec qui je vis est assez délicate de santé, écrivit-elle. Pauvre Brixie, si robuste, qui, de sa vie, n'avait eu
ni maladie, ni même un simple bobo. Et elle laissait entendre par là qu'elle était en quelque sorte au pair chez son ami. Elle expliqua aussi pourquoi elle se faisait envoyer son courrier à la poste. Mon ami est abonné à quantité de magazines. Et comme la boîte aux lettres de la maison où nous avons notre petit logement n'est pas grande, elle a trouvé plus pratique d'avoir une boîte postale où je vais chaque jour chercher le courrier. Elle pensa à tout. Kate, ayant manifesté le désir d'avoir sa photographie, il lui avait envoyé un instantané format carte postale où l'on voyait un grand garçon blond, maigre, pas très beau, mais souriant d'un sourire qui la bouleversa jusqu'au fond du cœur. Elle acheta aussitôt un appareil et se livra avec ferveur à cette nouvelle passion, jusqu'au jour où, parmi les douzaines de clichés pris par Minibrix sur ses instances, elle en trouva un qui, agrandi, la montrait sous son jour le plus avantageux. Je crains que vous ne me trouviez pas jolie, lui écrivit-elle, non sans appréhension. Vous êtes telle que je vous avais rêvé, lui répondit Kate. J'ai horreur de ces beautés insipides, genre star d'Hollywood, que la plupart des hommes admirent. Votre photo est ravissante, et je l'ai mise dans mon portefeuille à côté de celle de ma mère. Sophie ne ferma pas l'œil de la nuit. 4 mois après sa première lettre, Kate annonça qu'il allait venir en congé pour 6 semaines. Et mon home, désormais, écrivit-il, se trouve là où vous êtes. Vous l'avez peut-être deviné maintenant. Je prendrai l'avion le 1er du mois et serai près de vous 3 semaines exactement. Quand vous verrai-je? Avez-vous pensé que vous ne m'avez jamais donné votre adresse? Je ne peux tout de même pas aller vous voir à la poste, n'est-ce pas? Écrivez-moi par avion sans tarder, pour me dire où je pourrai vous téléphoner dès mon arrivée. L'esprit de Sophie se mit aussitôt à travailler. Peut-être qu'après plusieurs sorties en sa compagnie, pourrait-elle être absolument sûre de lui plaire? Plaire est le mot dont elle se servit, et courir le risque de lui dire la vérité. Mais elle ne pouvait lui demander auparavant de venir dans sa grande maison, fût-ce simplement parce que la chose révélerait ses demi-mensonges et ses échappatoires. Elle songea à louer un petit appartement quelque part dans un quartier comme il faut, mais pas trop chic. Mais elle n'ignorait pas qu'actuellement, on ne trouvait pas d'appartement au pied levé. Et quand bien même ce fût possible, comment y mettre la vieille amie? Finalement, elle écrivit. C'est merveilleux que vous veniez, Kate. J'ai peine à le croire. Bien sûr, j'aurai autant de plaisir à vous voir que vous. Il n'y a qu'un seul inconvénient. L'ami avec qui je vis vient de tomber gravement malade. Elle a une infirmière de garde. Aussi, puis-je m'échapper, mais il m'est impossible de vous recevoir tant qu'elle n'ira pas mieux. Dites-moi tout de suite où vous comptez descendre, et je vous téléphonerai à votre hôtel dès que vous serez arrivé. Tout se passa comme convenu.
Ils dînèrent ensemble le premier soir, et toute la soirée, Sophie vécut dans un rêve de bonheur. Eût-elle créé cet homme selon son goût, qu'il n'aurait pas ressemblé davantage à l'idéal rêvé toute sa vie. Et Kate, elle le sentit instinctivement, éprouvait pour elle les mêmes sentiments. Elle revint brusquement à la réalité lorsque, le restaurant allant fermer, le moment arriva pour Kate de la raccompagner. Mais elle avait pris ses dispositions à l'avance. Sophie n'était pas pour rien la fille du sagace Bull Renford. Elle avait repéré exactement la maison, l'endroit même où elle aurait dû vivre, une maison dont la porte d'entrée restait ouverte, de sorte qu'elle n'aurait pas besoin de clé. Avant l'arrivée de Keith, elle avait vu la concierge. « Je ne veux pas que cet homme sache mon adresse », lui avait-elle dit en lui glissant un billet. Cette femme avait dû la prendre pour une femme mariée qui avait une liaison. Mais quelle importance! Kate la reconduisit jusqu'à la porte, et lorsqu'il fut parti, elle appela un autre taxi et rentra chez elle. Il n'aurait pas à lui téléphoner, car jamais elle ne le quitterait sans avoir convenu d'un autre rendez-vous. Pendant 5 jours, ils ne se quittèrent pas du matin au soir. Keith loua une voiture et ils firent des randonnées campagnardes, déjeunant dans les curieuses auberges qu'ils découvraient. Ils allèrent ensemble dans des musées, des parcs, des bibliothèques. Le rêve était devenu réalité. Le 5e jour, il lui demanda d'être sa femme. Le visage qu'elle tourna vers lui était illuminé de joie et de confiance. Sa confession, lorsqu'elle la fit, fut simplement touchante. Kate l'aimait, la croyant pauvre. Maintenant qu'elle lui avouait être riche, peu importait. « Petite sotte », lui dit-il affectueusement, « la seule chose qui m'importe à moi, c'est que vous fassiez en sorte que, une fois mariée, je ne puisse toucher à un centime de votre fortune. C'est vous que j'aime, chérie. Comment avez-vous jamais pu imaginer autre chose? Parce que ceci était plus difficile, mais il le fallait. Kate, j'ai déjà été marié. Quoi? Il se montra franchement surpris. Ça a été un mariage stupide. Il ne m'a jamais aimé. Et moi, je ne l'ai jamais vraiment aimé. Nous avons divorcé et il est mort à la guerre. Mais quand je me suis aperçu qu'il m'avait épousé seulement pour mon argent, cela m'a fait quelque chose. J'ai senti que si jamais je devais aimer un homme et que cet homme sache que j'ai de l'argent, je ne serai jamais sûr que ce n'est pas la même chose qui recommence et ma chérie, ma pauvre petite fille. Il la prit dans ses bras et la garda contre lui jusqu'à ce que ses sanglots se fussent calmés. Il lui glissa un camée dans la main. « Cette bague, dit-il, n'a pas grande valeur, mais elle a appartenu à ma mère.
Vous êtes à moi maintenant. Je passerai le reste de ma vie à vous faire oublier cette brute. C'est ainsi que Sophie put emmener Kate chez elle et tout raconter à Brixie. Kate plut à Minnie Briggs, autant que pouvait lui plaire l'homme qui allait épouser son enfant chéri. Elle se sentit très malheureuse lorsqu'elle apprit leur projet. Kate allait retourner en Bolivie et ferait venir Sophie aussitôt qu'il aurait trouvé un logement. Peut-être, se demanda-t-elle, ce qu'elle allait devenir durant les années qui lui restaient à vivre. Comptait-il l'emmener en Bolivie ou resterait-elle seule à garder la grande maison? Ou allait-on vendre la maison et serait-elle obligée de se faire une nouvelle existence, seule, avec les rentes que lui avait laissées son ancien patron? Mais penser seulement à soi était égoïste. La place d'une femme était aux côtés de son mari, et une femme d'ingénieur devait apprendre à vivre là où le travail de son mari l'appelait. Le cœur gros, elle leur souhaita d'être heureux. À vrai dire, en dépit du chagrin qu'elle éprouvait de perdre Sophie, l'événement lui apportait un soulagement. L'épisode Vincent Masson avait fortement secoué Sophie. Malgré la façon dont ils avaient fait connaissance cette fois, façon qui eût pu mener à des résultats néfastes, tout allait bien marcher. Lorsque Kate Hathaway partit pour retourner en Bolivie, Minnie Briggs, elle aussi, l'embrassa. Ni l'une ni l'autre ne l'accompagna à l'aérodrome. Il leur avait demandé instamment de ne pas venir. Il ne pouvait supporter de voir, en partant, Sophie qui restait seule. Des mois étaient nécessaires pour résoudre toutes sortes de problèmes pratiques avant qu'il la fasse venir. Je suis sans doute un de ces problèmes, se dit amèrement Minnie Briggs. Maintenant, les lettres de Kate étaient pleines de plans et de projets. Gonsalves avait entendu parler d'une maison qui leur conviendrait à La Paz. Cette maison serait à vendre aussitôt que son propriétaire, le représentant d'une compagnie anglaise, changerait de poste et partirait pour le Chili. Thomas, Sylvie et les enfants avaient tous hâte de faire sa connaissance. Il apprenait aux enfants à l'appeler Tante Sophie. Sylvia lui trouverait des domestiques. Kate s'arrangerait pour avoir 15 jours de congé. Il irait la chercher à l'arrivée de l'avion et ils se marieraient au consulat des États-Unis. Il lui téléphonerait lorsqu'on pourrait fixer la date, non sans lui laisser amplement le temps de retenir sa place, de s'occuper de son passeport, de faire des achats et de liquider ses propres affaires. Et maintenant, assez sur ce sujet. Nous avons à parler de choses plus importantes. Autrement dit, de la hâte avec laquelle j'attends que ma bien-aimée
Sophie embrassa la lettre. Une semaine plus tard, elle prenait son petit déjeuner avec Minnie Briggs lorsque Mildred apporta le courrier. Il y avait une lettre portant le timbre bolivien familier, mais l'adresse n'était pas de la main de Keith. Sophie, intriguée, considéra une minute l'enveloppe, puis elle l'ouvrit et regarda la signature. Oh, que c'est gentil, s'écria-t-elle. C'est de Thomas Gonsalves. Il est vraiment gentil de m'écrire. Puis elle lut le premier paragraphe. Minnie Briggs entendit un son étouffé et fut d'un bond sur pied. Sophie, blanche comme sa serviette de table, s'était effondrée sur la table. Ma chère, très chère Miss Rainford, j'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. Je n'ai pas osé le faire par télégramme ou téléphone. Hier, il s'est produit un accident à la mine. Une charge de dynamite a sauté plus tôt qu'on ne l'avait prévu. Et notre ami, Kate Hathaway, se trouvait tout près de là. La mort a été instantanée. Il ne s'est rendu compte de rien. Il a été entièrement déchiqueté et l'on n'a pas retrouvé la moindre. Ce fut une période affreuse qui transforma Sophie Rainford en une créature silencieuse, apathique, qu'il fallait forcer à manger, qui ne dormait guère, qui parlait à peine et ne souriait jamais. Elle ne quittait plus Minnie Briggs, relisait sans cesse les lettres de Keith et passait des heures à contempler en silence la seule photo qu'elle eût de lui. C'était Minnie Briggs qui pleurait, car, prise soudain de panique, elle avait cherché, mais en vain, le revolver dont Sophie s'était munie au temps où elle avait peur de Vincent Masson. Sophie vint lui montrer une des lettres, une des dernières. Regarde, dit-elle d'une voix blanche, sans expression. Il avait des pressentiments. Maintenant, je comprends. Chérie, aimez-vous ces vers admirables de Christina Rossetti? Avait écrit Kate. Au-delà de l'océan de la mort, l'amour vit pour toujours, hier comme aujourd'hui. Au-delà du véritable océan qui nous sépare un moment, vit mon amour pour vous et le vôtre pour moi. Et quand un jour nous devrons nous quitter, alors, au-delà de cet océan, vivra mon amour. Il le savait, il le sentait, continua la voix sans timbre. Puis Sophie emporta la lettre sans bruit. Lorsque, la nuit, elle reposait dans son lit, en proie à des insomnies, elle entendait sans cesse cette phrase: au-delà de l'océan de la mort vit l'amour. L'année mourut aussi. Une nouvelle année commença. Sophie menait une existence d'automate. Par devoir, elle se forçait à lire, à assister à des concerts, à des pièces de théâtre, à des conférences. Elle apportait son concours à des comités et
présider des dîners en l'honneur de causes charitables ou patriotiques. Quand elle ne sortait pas, elle passait la soirée avec Minnie Brix. L'une et l'autre lisaient livres, magazines et journaux, comme deux vieilles dames qui n'attendent plus rien de la vie. Elle avait tout juste 26 ans. Un soir, qu'elle parcourait d'un œil distrait, dans la dernière édition, le compte-rendu de l'inauguration d'un nouveau home d'enfants, elle poussa soudain un cri involontaire. D'un bond, le cœur battant, Minnie Brix fut debout. Brixie! La parole coupée, Sophie lui montra d'un doigt tremblant une annonce au-dessous du compte rendu de l'inauguration. Minnie Brix prit le journal d'une main nerveuse. Et elle y vit les mots, les mêmes mots, au-delà de l'océan de la mort. Qu'y a-t-il au-delà de la mer que nous devons tous traverser? Ceux qui l'ont traversée avant nous, vivent-ils encore? L'amour est-il immortel? Venez écouter Avragna-Kananda, le Swami, Salon doré, Imperial Hotel, mercredi à 20h. Prix d'entrée, 2,50 $. Quelle affreuse coïncidence, ma pauvre enfant. Une coïncidence? Les yeux de Sophie brillaient. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un message, je le sens, un message de Kate. Il a inspiré à cet homme de se servir de cette même phrase. Je vais y aller, Brixie, je veux connaître ce qu'il sait. Alors, je vous accompagne. Je ne vous laisserai pas y aller seul. Eût-on demandé à Minnie Briggs si elle croyait à la survie, qu'elle aurait évidemment répondu par l'affirmative. Mais elle éprouvait une méfiance instinctive pour ce qui était occulte ou mystique. Elle s'attendait à trouver dans le Swami Avragna-Kananda un charlatan, même pas hindou, sans doute. Et en l'écoutant le mercredi soir, elle fut profondément convaincue d'avoir raison sur ces deux points. À son avis, il se cantonna dans de vagues généralités dépourvues de sens. Le prix d'entrée de sa conférence attira un public nullement dépaysé en général dans ce salon doré et capable également de payer les émoluments fabuleux que le Swami ne manquerait pas de réclamer pour les consultations privées qu'il donnerait par la suite en son cabinet loué dans un quartier chic de la ville. Visiblement, il était à la fois astucieux et prudent. Qu'il soit bien entendu, annonça-t-il d'une voix mordante, tout à fait différente de la voix mielleuse de sa conférence, que je ne suis pas diseur de bonne aventure. Suivant l'expression consacrée, ceci est absolument contraire à la loi. Je prêche les enseignements de ma religion et reçois des fidèles, non des clients. Tout ce que je peux vous assurer, c'est de transmettre à ceux d'entre vous qui le désireront les communications des êtres qui ont traversé l'océan de la mort, peut-être d'êtres chers partis avant vous, et de vous prodiguer les conseils et le réconfort que j'aurai tirés d'eux afin de vous aider à supporter votre douleur et vos difficultés. Certes, Minnie Brix
n'allait pas se ranger au nombre des fidèles du Swami, mais elle vit avec inquiétude, sinon avec surprise, Sophie s'avancer parmi les premières après la conférence et prendre un rendez-vous. Elle remarqua que la plupart des gens qui se pressaient autour d'Avrania Kananda étaient des femmes en manteau de vison et avec des brillants aux oreilles. Elle soupira. Somme toute, si cela apportait une consolation à Sophie. Consolation n'était pas le terme propre. Sophie revint de sa première entrevue en proie à une joie fébrile. Brixie, c'est incroyable. Il m'a dit des choses, il sait des choses que personne ne connaît, excepté Kate et moi. Il m'a cité des endroits où nous sommes allés ensemble et les paroles que nous y avons échangées. Il m'a cité des phrases entières de ces lettres, des lettres que j'ai ici et que personne n'a vues sinon moi, et aussi de mes lettres. Il sait quantité de détails, ce que je portais tel ou tel jour, le temps qu'il faisait ce jour-là, la petite verrue que Kate a au coin de la bouche. Brixie, c'est vrai. Christina Rossetti avait raison. Au-delà de l'océan, de la mer, vit l'amour. L'amour ne meurt jamais, la mort n'existe pas. Minnie Briggs considéra la jeune femme sans rien dire. Un sentiment plus fort que le scepticisme, un pressentiment voisin de la peur, lui agitèrent le cœur. Mais avant tout, il ne fallait pas qu'elle contredise Sophie, qui, dans le cas contraire, se replierait sur elle-même. La vieille servante secoua enfin la tête et dit : « C'est étrange. Reverrez-vous cet homme ? Bien sûr, tant qu'il sera ici. Il reste un mois ou 6 semaines dans un endroit, puis s'en va dans une autre ville. Telle est sa mission. Il a passé des années à transmettre des messages de consolation à des personnes qui avaient perdu un être cher. C'est certainement le plus grand médium qui ait jamais existé. Je compte le voir 3 fois par semaine jusqu'à son départ. Il m'a déclaré qu'il avait beaucoup de choses à me dire, des choses que Kate lui a demandé de me transmettre. Il connaissait même mon nom et celui de Kate, et pourtant, je ne les lui avais donnés ni quand j'ai pris rendez-vous avec lui, ni quand je suis allé le voir. Minnie Briggs se mordit la langue pour ne pas lancer la répartie qui lui venait naturellement aux lèvres. Sophie n'avait qu'elle pour prendre en main ses intérêts. La compagne de toujours devait se faire chien de garde. Elle n'osa même pas lui demander combien le Swami prenait pour ses 3 consultations par semaine. Il lui fallait être juste, se dit-elle, et faire taire les préventions naturelles qu'elle avait contre pareilles croyances. Peut-être les morts survivaient-ils vraiment sous une forme immatérielle. Peut-être pouvaient-ils communiquer avec des gens accordés, si l'on peut dire, des gens capables d'entendre leur voix. Mais même s'il en était ainsi, elle ne pouvait arriver à se convaincre que le Swami était l'un de ses interprètes élus. Toute sa mise en scène était visiblement du charlatanisme. Elle avait un besoin intense de consulter quelqu'un, de demander conseil. Si seulement elle avait pu le faire sans trahir la confiance
que Sophie lui portait. Ce sentiment grandit encore à mesure que passaient les jours et que les entrevues avec le Swami et les messages continus de Kate absorbaient davantage Sophie. Sophie vivait dans un monde nébuleux de visions, état que Minnie Briggs en elle-même qualifiait de morbide. Mais elle continuait à encourager Sophie à persévérer tout en se creusant vainement la cervelle pour trouver un moyen de la protéger. Un jour, Sophie rentra, ses joues, habituellement pâles, roses d'émotion, et les yeux brillants. Est-il arrivé quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui, ma chérie? Demanda doucement Minnie Briggs. Brixie, la voix de Sophie exultait. Je vais avoir la permission de l'aider. De l'aider? D'aider le Swami dans son œuvre, dans sa mission. Il ne m'en avait pas parlé plus tôt parce que, à ce point de vue, l'argent importe peu. C'est l'état d'esprit qui compte. Et il n'était pas sûr que j'en fusse digne. Mais la nuit dernière, Kate lui est apparue et lui a demandé de me choisir comme intermédiaire entre eux et pour prouver notre amour. Ce sont là les termes mêmes de Kate. Je dois me consacrer à la grande œuvre, et lui sera consacré avec moi. Le Swami m'a dit de bien réfléchir d'abord, parce que, sur le plan quotidien, c'est un sacrifice. Mais je sais que je vais accepter, bien qu'il m'ait laissé 8 jours pour lui rendre une réponse définitive. Il quittera la ville la semaine prochaine. Vous voulez dire, il veut que vous le suiviez? Minnie Briggs sentait le bout de ses doigts et ses lèvres se glacer. Sophie se mit à rire. Depuis combien de temps n'avait-elle pas entendu l'enfant rire? Mais non, répondit-elle. Tu m'auras encore sur les bras, Brixie, peut-être encore plus que jamais. Écoute, voici bien longtemps, depuis qu'il a commencé sa croisade, le Swami rêve d'un grand temple central où, plutôt que de voyager sans cesse, il s'établirait et recevrait les gens venus pour entendre ces merveilleux messages. Il faut que ce soit dans ce pays, dit-il, en Californie peut-être, car l'Amérique est le seul espoir en un monde nouveau. Et c'est ici que ce monde meilleur deviendra réalité. Il m'a montré les plans, un beau corps de bâtiment central, avec des maisons de repos et des jardins descendant jusqu'à l'océan. Ce sera un lieu de cure spirituelle pour le pays tout entier, pour la terre entière. Je vois, Minnie Briggs fit de son mieux pour que sa voix ne trahît pas son manque d'enthousiasme. Et quel doit être votre rôle là-dedans? Sophie parut surprise. Mais c'est moi qui vais fournir les capitaux, évidemment. Ne me regarde pas comme ça, Brixie. Après tout, vois-tu, je suis la fille de mon père. Le Swami m'a expliqué en détail que, par la suite, l'entreprise rapportera de l'argent, grâce aux offrandes des pèlerins. Ce n'est qu'un prêt pour quelques années, un placement. Mais ce projet, il ne l'aurait laissé réaliser par quiconque ayant de la fortune et le désir de la lui donner. Des milliers et des milliers d'hommes et de femmes
sont venus lui proposer leur aide financière, dont beaucoup étaient plus riches que moi. Mais il n'a jamais voulu accepter leur offre. Il fallait que ce fût une personne vraiment prédestinée. Et à cause de Keith, c'est moi qui l'a choisi. Mais Sophie, cela ne vous obligera-t-il pas à entamer votre capital? Cette réalisation absorbera presque tout ce que je possède, répondit Sophie avec calme. Mais qu'importe! Quel bien l'argent m'a-t-il apporté, Brixy? Sa voix était amère. Rien que cette horrible aventure avec Vincent. Et si je n'avais pas agi avec prudence, il m'aurait peut-être aussi coûté la perte de Kate et de son amour. Que pourrais-je faire de mieux que de le consacrer pour quelque temps, ou même pour toujours si c'est nécessaire, à la seule chose qui m'ait redonné goût à la vie? Vous êtes-vous demandé comment vous allez vivre, Sophie? Vous n'avez jamais appris à gagner votre vie. Je garderai un peu d'argent. Je ne dirai ni à toi, ni à personne combien je vais donner. C'est un secret entre Kate et moi. Seul le Swami le saura forcément, puisqu'il est l'interprète de Kate. Tu as, avec la rente que papa t'a faite, de quoi vivre à l'aise. Nous trouverons peut-être un petit endroit où vivre ensemble quand j'aurai vendu cette maison. Je l'ai toujours eue en horreur. Inutile de dire un mot, Brixy. J'ai pris ma décision. Je suis une grande personne. Ma fortune est à moi, et j'en ferai ce que bon me semblera. Et c'est la chose que je désire accomplir. Mais je ne dis rien, répondit Minnie Brix d'une petite voix. Elle passa une nuit blanche à se demander quoi faire. Peu importait vraiment que Sophie renonçât à sa fortune, même si, comme la chose était probable, elle devait trouver la vie plus difficile qu'elle ne l'imaginait maintenant. C'était exact. Elle pouvait disposer de sa fortune à son gré. Si elle l'avait perdue dans des spéculations malheureuses ou par suite d'une crise économique, il lui aurait fallu se débrouiller. Et Minnie Brix aurait été là pour la secourir comme elle était prête à le faire en la circonstance. Mais au fond d'elle-même, instinctivement, la vieille compagne sentait qu'on commettait un crime contre sa protégée. N'importe quel notaire, n'importe quel homme d'affaires consulté par Sophie Renford aurait eu la même opinion qu'elle. Ce soi-disant Swami était un charlatan. Minnie Brix en avait la certitude intime. Elle ne pouvait aller trouver la police. Il n'existait aucune preuve, ni même jusqu'à présent aucun acte manifeste qui permît d'établir l'imposture. En tout cas, elle ne pouvait agir de la sorte, agir en traître vis-à-vis de la jeune femme qu'elle protégeait et chérissait depuis 23 ans. Mais si elle n'avait aucun indice lui permettant de percer le mystère, elle était sûre qu'un abus de confiance allait être commis. D'une façon ou d'une autre, le Swami avait été mis au courant des faits qui avaient tant fait impression sur Sophie. Et elle en gardait la certitude, ce n'était pas du mort qu'il les tenait. D'une façon ou d'une autre, il s'en servait pour dépouiller Sophie de sa fortune. Elle songea à engager les services d'un détective privé, mais là encore, elle répugna
à confier à un inconnu les secrets les plus personnels de Sophie. Pour la même raison, elle ne pouvait en parler au banquier de Sophie, ni à son agent de change, ni au notaire, qui, depuis toujours, avait géré les affaires des Rainford. Elle ne pouvait compter que sur elle-même. C'était à elle qu'il incombait de découvrir la vérité, et ce, dans les 8 jours à venir, avant que Sophie se fût lancée dans pareille aventure. Comment y parvenir, elle qui n'avait aucune expérience de cet ordre, aucune connaissance dans l'art de l'espionnage? Sa première impulsion avait été de se rendre, elle aussi, mais sous un faux nom, en consultation chez le Swami. Elle l'écarta, car elle n'y gagnerait rien d'autre que d'entendre un tas de sottises sans queue ni tête sur un parent décédé qui, de fait, n'aurait jamais existé. Elle-même ne serait jamais choisie pour aider à la grande croisade. Mais, sans en avoir la moindre preuve, elle restait persuadée que Sophie n'était pas la seule à avoir été choisie, encore que Sophie le crût fermement. Sophie ne devait revoir le Swami que 2 jours plus tard. Le lendemain matin, elle quitta la maison pour déjeuner en ville et assister ensuite à une réunion de comité. Minibrix était donc libre de partir en reconnaissance. Le Swami s'était installé au rez-de-chaussée d'un immeuble situé dans un quartier élégant. La pièce qui lui servait de cabinet et dont la grande fenêtre était discrètement voilée par un grand rideau avait probablement servi autrefois de salon de coiffure ou de salle de bibliothèque circulante. On y accédait par le hall d'entrée. Sur la porte était fixée une petite carte sur laquelle était imprimé le nom du charlatan en lettres dorées, suivi de ces mots: sur rendez-vous seulement. Sonnez s'il vous plaît. Minibrix ne sonna pas. De l'autre côté de la rue se trouvait un petit jardin où les nurses poussaient des voitures de bébés et où jouaient des enfants. Elle traversa et s'assit sur un banc situé près des buissons. De là, elle pouvait voir les gens entrer et sortir de la maison. Elle n'avait encore aucune idée de ce qu'elle pourrait faire, mais était aussi bien là qu'ailleurs pour prendre une décision. Elle y resta 3 heures. Bien des personnes, hommes ou femmes, entrèrent dans la maison ou en sortirent. Les uns, à n'en pas douter, y habitaient. Elle vit même des femmes avec leurs filets à provisions, bien qu'en principe, ce fût le genre d'immeuble à faire livrer les provisions par l'entrée de service. Il était impossible, à moins de se trouver dans l'entrée même, de savoir qui entrait chez le Swami. Mais, en examinant avec soin chaque visiteur à son arrivée, et en notant l'heure de sa sortie, elle acquit une certitude au sujet de 2 femmes et d'un homme. L'homme repartit d'un pas lent. Les 2 femmes montèrent chacune dans une voiture arrêtée le long du trottoir. Et ce fut tout. Minibrix renonça et rentra chez elle. Le lendemain, Sophie avait rendez-vous avec le Swami, et Minibrix resta à la maison de peur d'être surprise. Mais le surlendemain, aussitôt que Sophie eut quitté la maison pour faire des emplettes, Minibrix reprit sa faction. Cette fois, elle remarqua particulièrement qu'une femme jeune, mais très forte,
vêtue en deuil. C'était une femme qui ne pouvait passer inaperçue, et d'autant plus qu'elle quitta l'immeuble en pleurant à chaudes larmes. Elle s'éloigna, non sans essayer de ravaler ses larmes. Minnie Briggs quitta le parc et la suivit sur l'autre trottoir. La femme tourna le coin de la rue, s'essuya les yeux une fois de plus et héla un taxi en maraude. Un simple coup d'œil à sa mise permettait de deviner qu'elle possédait une voiture personnelle, mais probablement aussi un chauffeur, et ne voulait pas qu'il sût où elle était allée. Minnie Briggs eut la folle idée de prendre un taxi pour la suivre. Malheureusement, il n'y en avait aucun en vue. 2 jours plus tard, de son banc du parc, Brixie revit la grosse dame en deuil, qui, cette fois-ci, arriva en taxi. Elle prenait confiance en elle-même. La fois précédente, elle avait dû faire arrêter son taxi au coin de la rue. 1 heure plus tard, elle réapparut, encore en larmes. Minnie Briggs se leva, prête à la suivre à nouveau, et décida de lui adresser la parole. Dans 2 jours, Sophie allait informer le grand Swami qu'elle était prête à lui donner toute sa fortune. Il fallait absolument agir tout de suite, se disait Minnie Briggs, prête à tout. Son sang ne fit qu'un tour, car, au lieu de descendre la rue, la femme la traversa tout droit pour gagner le petit jardin. Peut-être avait-elle été gênée, la dernière fois, parce que le chauffeur de taxi avait remarqué ses larmes, et voulait-elle se composer un visage avant de prendre une voiture. Rapidement, étant donné sa corpulence, Minnie Briggs se précipita derrière les buissons qui réussirent tout juste à la cacher. À travers ses larmes, la femme chercha des yeux un banc à l'écart et s'assit. Là, sans témoin possible, elle pleura sans retenue dans un mouchoir de dentelle. Minnie Briggs s'approcha très doucement, de façon à ne pas l'effaroucher. Ce n'était pas pour rien qu'elle avait été pendant près d'un quart de siècle la compagne d'un être émotif et timide. Elle s'assit à l'autre bout du banc, puis, avec l'air, malgré son célibat, d'une bonne mère indulgente et compréhensive, elle lui demanda doucement: Mon enfant, puis-je faire quelque chose pour vous? La jeune femme découvrit l'un de ses yeux bleus mouillés et la regarda d'un air soupçonneux. La vue de Minnie sembla la rassurer. Elle essuya rapidement son visage rond et rouge, renifla et esquissa un sourire tremblant. Je n'ai absolument rien. Je vous remercie, dit-elle. Je pleure seulement parce que je suis si heureuse. Minnie Briggs lui fit son plus gracieux sourire. Que c'est merveilleux, répondit-elle. Je sais exactement ce que vous ressentez. Quand je suis allée chez le Swami, pour la première fois, j'avais envie de pleurer de joie aussi. Quelle bénédiction et quel miracle ça a été pour moi de savoir que mon cher époux pouvait me parler d'un monde meilleur que celui-ci. La jeune femme se leva d'un bond. Vous voulez parler du Swami qui habite en face?
Elle avait deviné juste. Cette grosse dame n'était pas fort intelligente. Naturellement, j'ai déjà dû vous rencontrer, mon enfant. Vous étiez bien à sa conférence de l'Imperial Hotel. Mais oui, j'ai dû vous y voir aussi. Oh, n'est-ce pas qu'il est merveilleux? Oui, certes, j'ai dû avoir ma consultation avec lui juste avant la vôtre. J'étais assise là, en train de penser tranquillement à ce qu'il venait de me dire. Mon cœur était tout simplement brisé, lui confia la grosse fille. Elle ouvrit son sac en serpent et en sortit un poudrier et un bâton de rouge. J'avais envie de mourir, comme Hubert. Mais quand le Swami m'a dit des choses que personne n'avait jamais sues, toutes sortes de choses personnelles, sans que je lui ai seulement donné mon nom, ni aucun renseignement me concernant, figurez-vous qu'il m'a même cité les endroits où nous allions ensemble et ce que nous avions eu à dîner dans un certain restaurant. C'était votre mari? Demanda doucement Minnie Briggs. Elle se rapprocha d'elle. Mon fiancé. Un rictus d'affection tordit le visage de la jeune fille, mais elle continua à se refaire les lèvres. C'était un homme adorable. Nous allions nous marier aussitôt qu'il m'aurait trouvé une maison, là où il travaillait. Il était ingénieur en Amérique du Sud. Minnie Briggs étouffa une exclamation et fit tous ses efforts pour ne pas trahir son émotion. L'autre jeune fille parlait maintenant sans aucune retenue. Et puis, il a eu cet horrible accident. Une charge d'explosifs partit trop tôt et il a été déchiqueté. Un de ses amis me l'a écrit. Ça a été pour moi un coup terrible. J'ai été malade pendant des semaines. Ma sœur a vu l'annonce du Swami et a voulu que j'assiste à sa conférence. Je ne voulais pas, mais elle a insisté. C'est elle qui a arrangé aussi ma première consultation particulière chez lui. Que je suis contente d'y être allée. Ma sœur est mariée. Ayant un foyer, elle ne pouvait guère m'aider, bien qu'elle soit tout ce que je possède au monde depuis la mort d'Hubert. Elle s'inquiétait beaucoup à mon sujet. Nos parents sont morts tous les deux, et elle avait été bien contente que je fasse la connaissance d'Hubert. Il lui plaisait beaucoup. Minnie Briggs réussit à lui demander s'ils s'étaient longtemps connus. La jeune fille eut un rire un peu nerveux. Cela a été très romantique, dit-elle. Vous savez, ce n'est pas la peine d'essayer de le cacher. Regardez-moi. Je suis trop grosse. J'ai dépensé une fortune pour essayer de maigrir. J'ai toujours été comme cela. Le docteur dit que c'est à cause de mes glandes. Eh bien, cela m'a enlevé tout succès auprès des jeunes gens. Inutile de prétendre le contraire. Oh, j'ai eu pas mal d'occasions de me marier. Mais ma sœur me disait chaque fois, fais bien attention, que ce soit toi qui lui plaise, et non ton argent. Papa était un gros brasseur, et il nous a laissé beaucoup d'argent à ma sœur et à moi. Je voulais qu'un garçon tombe amoureux de moi, vous savez, et pas qu'il trouve bon de s'accrocher à moi pour mon argent. Évidemment, mais vous êtes jolie, vous savez.
C'était vrai, son embonpoint mis à part. Oh, vous trouvez, merci. Voyez-vous, ma sœur se faisait du souci à mon sujet, et moi aussi. J'en étais arrivé au point que je refusais toute invitation à sortir ou à danser. Et vous savez, je suis bonne danseuse, j'ai de la légèreté. Or, un jour que j'attendais chez le dentiste, j'ai pris un magazine littéraire. Il y avait dedans des petites annonces, et je me suis mise à les lire pour m'amuser. Il y en avait une de cet ingénieur, si seul, en Amérique du Sud. Il cherchait une correspondance. L'annonce parlait de tas de choses sur la musique et la poésie, et sur Dieu sait quoi encore, qui ne m'ont jamais préoccupé. Mais pour m'amuser, je l'ai découpé, et je lui ai écrit. Il m'a répondu tout de suite, et une correspondance suivie en a résulté. Je lui ai dit honnêtement que je ne m'intéressais guère à la poésie ni à la musique, et il m'a répondu qu'au fond, lui non plus, qu'il les avait mentionnées, croyant que les jeunes filles s'y intéressaient, mais que je lui plaisais comme j'étais. Et je lui ai parlé de mon poids. Il m'a répondu que le plus était le mieux. Sa mère avait été grosse, et il aimait les jeunes filles qui la lui rappelaient. Il faut dire que je lui ai envoyé ma photo, après quoi il m'a envoyé la sienne. La voici. N'est-ce pas qu'il est merveilleux? Il s'appelait Hubert Laurie. C'était Kate Hathaway, évidemment. Ensuite, il a eu un congé qu'il est venu passer ici, et nous sommes allés partout ensemble. Il trouvait des quantités d'endroits pittoresques, pas connus du tout, où il m'emmenait en voiture. C'était divin. J'ai été éprise à la minute où je l'ai vu, et Hubert m'a dit par la suite qu'il en avait été de même pour lui. Je l'ai amené à la maison. Je vis avec ma sœur, et elle et mon beau-frère l'ont trouvé épatant. Nous nous sommes fiancés, et il m'a donné comme bague un camée ayant appartenu à sa mère. Je le porte, et le porterai toujours. Et puis, il a dû repartir en Amérique du Sud, en Bolivie, où il devait me faire revenir aussitôt qu'il le pourrait. Et alors, ses yeux se remplirent à nouveau de larmes, mais elle les refoula et s'essuya les yeux. Peu importe maintenant, fit-elle d'un ton décidé. Je sais que l'âme de Hubert vit quelque part et qu'il m'attend, comme votre mari vous attend. Au fait, savez-vous que l'annonce passée par le Swami dans le journal portait les mots mêmes d'un poème qu'Hubert m'avait cité dans l'une de ses lettres? Si cela ne prouve pas que le Swami sait vraiment, qu'est-ce qui le prouverait? Elle jeta un regard sur sa montre bracelet sertie de diamants et se leva. Il faut que je file. J'ai rendez-vous chez le couturier. Hubert m'a dit, le Swami ne désire pas que je continue à porter le deuil, alors que seul son corps est vraiment mort. Excusez-moi d'avoir bavardé ainsi. Vous savez, cela fait du bien, mais j'ai peur de vous avoir profondément assommé. Je ne vous ai pas laissé placer un mot. Vous ne m'avez pas ennuyé le moins du monde, répondit Mini-Brix, sans rien laisser paraître de sa satisfaction intense. Elle regarda la jeune fille
descendre la rue sur ses hauts talons à la recherche d'un taxi. Elle comprenait combien habile et combien complexe était la machination qu'elle venait d'éventer. La petite annonce, le complice en Bolivie qui recevait et faisait suivre les lettres, le congé calculé de manière à satisfaire à point nommé le besoin d'affection de chaque victime, les endroits pittoresques, mais à l'écart, où le fiancé entraînait l'élu pour réduire au minimum les possibilités de rencontre, la promesse de mariage, la mort, et peu après l'entrée en scène du Swami. Kate Hubert, quel que fût son nom, jouait le rôle de l'éclaireur. Il étudiait les possibilités, écartant les moins désirables, choisissant parmi ses correspondantes des jeunes veuves ou des divorcés fortunés ou des jeunes filles qui, pour une raison quelconque, étaient seules dans la vie et n'avaient pas de prétendant. Puis il mourait, et en temps voulu, le Swami paraissait. Évidemment, il connaissait tous leurs secrets. Il les tenait de son éclaireur en personne. Peut-être était-ce lui qui écrivait les lettres. La citation donnée dans l'annonce était comme une invitation aux victimes choisies. Et si elles ne la voyaient pas, il devait sans doute exister des façons d'attirer leur attention. Et chaque victime, à n'en pas douter, combien y en avait-il dans chaque ville? 3 ou 4? Chaque victime était finalement autorisée à se consacrer à la croisade par une contribution de taille, en plus de ce qu'elles avaient déjà dépensé. Peu d'entre elles, probablement, devaient se révéler des mines d'or aussi riches que Sophie. Les victimes supplémentaires fournies par la conférence constituaient sans doute, pour le meneur de jeu, une monnaie d'appoint. Millie Briggs se rendit compte que son devoir était d'aller sur le champ raconter son histoire à la police. Grâce à son témoignage et à celui de Sophie, la police arriverait vite à retrouver la fille du brasseur et d'autres encore, selon toute probabilité. Le Swami et son associé seraient bientôt sous les verrous. Ce serait un affreux scandale. Et puis après, peu lui importait vraiment, pourvu que Sophie soit sauvée. Il n'était pas question pour elle de se faire complice d'un crime en cachant une série d'abus de confiance. Mais ce dont elle était désireuse, c'était de différer sa dénonciation. Impossible, quant à elle, de laisser Sophie recevoir le coup sans l'avoir préparé. Elle se refusait à lui laisser apprendre la chose par un policier sans tact. Jugeant la situation avec son esprit calme et pondéré, elle décida d'annoncer la nouvelle à Sophie avec tous les ménagements possibles. Après quoi, elles pourraient toutes deux aller trouver la police. Ce serait un choc, un grand choc pour Sophie. Mais Sophie, elle en était persuadée, s'en remettrait. C'était bien la fille de son père, en dépit de la timidité et de l'émotivité qu'elle tenait de sa mère. Et Bull Renford n'avait jamais été accablé par le désastre. Bien au contraire, il avait toujours réagi avec colère et entêtement.
La colère était le meilleur tonique pour Sophie. Elle aiderait Minnie Briggs et la police à arrêter ceux ou ces hommes et à tirer sa vengeance. Et puis, une fois l'affaire terminée, elle affronterait la vie d'une façon plus raisonnable. Elle se débarrasserait de ses idées romantiques et peut-être qu'en fin de compte, elle trouverait un homme avec qui bâtir une union solide basée sur autre chose qu'un sentimentalisme juvénile. Minnie Briggs n'avait jamais été amoureuse et n'en avait jamais éprouvé le besoin, et elle ne pouvait juger Sophie qu'en fonction de sa logique personnelle. Elle ne pouvait non plus se douter qu'en agissant ainsi, elle allait faire de Sophie Rainford une criminelle. Minnie Briggs débita toute son histoire le soir même. Elle entra dans tous les détails, depuis le moment où elle s'était postée dans le petit parc, jusqu'à celui où la grosse jeune fille avait terminé son récit. Elle parla à Sophie de la photo, de la bague. Elle formula la conclusion qui s'était imposée à elle, la certitude écrasante que non seulement le Swami, mais aussi l'homme qui s'était fait appeler Kate Hathaway n'étaient que des bandits habiles et audacieux, s'attaquant à des femmes fortunées, seules dans la vie et sans défense. Après quelques protestations, Sophie l'écouta dans le plus profond silence, le visage exsangue. Quand enfin Minnie Briggs en eut terminé, Sophie demeura sans mouvement, agrippée des deux mains au bras de son fauteuil. Sa gouvernante rompit enfin le silence de mort. « Je sais combien tout ceci doit être pénible pour vous, mon enfant, mais il n'y a qu'un moyen d'en sortir. Vous et moi, nous devons punir ces êtres abominables. Nous devons aller raconter à la police tout ce que nous savons. » Attendez. La voix de Sophie s'entendait à peine. Laissez-moi réfléchir. Demain, demanda Minnie Briggs. Viendrez-vous à la police avec moi demain? Oui, demain, murmura Sophie. Elle se leva très raide et sortit de la pièce en trébuchant. Minnie Briggs l'entendit monter l'escalier. Elle ne la suivit pas. La pauvre petite avait besoin d'être seule. Au bout d'un moment, elle aussi alla se coucher, brisée de fatigue. Sophie avait bien caché le petit revolver en lieu sûr. Ce fut cette nuit-là, une fois que tout le monde fut endormi dans la maison, quand nul ne pouvait plus entendre une porte s'ouvrir et se fermer derrière elle, qu'elle commit son crime. Elle alla se dénoncer, sans tenter de s'enfuir ni de se cacher. Elle n'aurait pas sollicité de circonstances atténuantes si ses avocats n'avaient insisté auprès d'elle. Elle était trop amorphe et se désintéressait de ce qu'il adviendrait d'elle. Comme je l'ai dit, j'ai suivi l'affaire depuis le commencement et j'ai vu Sophie Rainford pour la première fois alors qu'elle était en prison et attendait de passer aux assises. Tout ce que je viens d'écrire, je l'ai appris de sa bouche, soit à cette époque, soit depuis, après son internement. Ce fut mon journal qui, en la dévoilant, mit fin à ce que les manchettes désignèrent à l'époque comme l'escroquerie aux jeunes veuves fortunées. S'il fut malheureusement impossible de récupérer la majeure partie de l'argent déjà extorqué à des femmes crédules et malheureuses, un peu partout dans notre pays, on réussit néanmoins à mettre sous les verrous le soi-disant ingénieur, de son vrai nom Joseph Gotch. C'était l'authentique neveu de William Gotch, alias le Swami Avrania Kananda, son ami Thomas Gonsalves,
Autre maillon de la chaîne, la police bolivienne se chargea de lui, et enfin le Swami lui-même. Quoi? Vous pensiez que Sophie Renford avait tué le Swami? C'est alors que vous n'avez pas très bien compris sa nature. Sa colère avait été mise en branle, oui, une colère profonde, féroce, meurtrière. Jamais elle n'oublierait, tout comme Bull Renford, chaque fois qu'il se heurtait à un obstacle, elle ne pourrait retrouver le calme avant de s'être vengée. La seule chose insupportable pour elle était de voir crever la bulle irisée de ses rêves, d'être forcée d'affronter une réalité cruelle où l'amour ardent dont elle avait rêvé jusqu'à l'exaltation n'avait jamais existé. Il n'y avait aucun homme, il n'y en avait eu jamais, vivant ou mort, dont toute la vie se fût axée sur Sophie Ranford, et elle était obligée d'admettre cette cruelle vérité. Ce n'était pas le Swami qui lui avait porté ce coup impardonnable. Ce n'était pas non plus Kate Hathaway. D'une balle en plein cœur, elle tua Minnie Briggs, sa vieille compagne, alors que celle-ci dormait d'un profond sommeil.